Des innovations majeures sont annoncées pour la seconde phase d'identification des abonnés des services de télécommunications, des technologies de l'information et de la communication, ouverts au public et des usagers des cybercafés. Au cours d'une conférence de presse, Billet Diemeleou, directeur général de l'ARTCI, en a donné quelques-unes. Premièrement, la limitation des pièces autorisées pour l'identification à des pièces biométriques. Ensuite, les mécanismes d'authentification des pièces utilisées pour l'identification. Ensuite, le système de vérification de l'identification qui doit permettre à chaque abonné de vérifier les informations relatives à son identification. L'ensemble de ces mesures, selon lui, concourt à protéger l'abonné en cas d'infraction, d'où la nécessité d'exiger des documents fiables. Pour les nationaux, la carte nationale d'identité, le permis de conduire national biométrique, le passeport biométrique, toute pièce d'identité biométrique établie par l'Office national d'identification. Pour les non-nationaux, le passeport biométrique, la carte nationale d'identité biométrique établie par un État membre de la CEDEAO, toute pièce d'identité biométrique établie par l'Office national d'identification. Pour toutes les personnes qui ne disposeraient pas des pièces requises, des dispositions sont prévues. L'opérateur peut collecter en plus mes empreintes digitales et me faire délivrer sur place, en collaboration avec l'Office national d'identification, un titre biométrique provisoire à utiliser dans le cadre exclusif de l'identification. Prévue pour une durée de 6 mois, cette nouvelle opération lancée depuis le 12 septembre 2017 apparaît comme une phase complémentaire à la phase 1 pour une actualisation des différentes bases d'information. Voici des gestes simples mais pleins de sens, car ils contribuent à sauver des vies. Ces personnes qu'on voit prennent part à une opération de don de sang. C'est le personnel d'une polyclinique. Les travailleurs apportent leur soutien à la banque du sang afin d'approvisionner cette structure de ce liquide précieux. Les donneurs de sang expliquent leur motivation. Étant infirmière, j'estime que c'est important de montrer l'exemple et de donner son sang pour qu'on puisse sauver des vies. Il peut y avoir quelqu'un qui peut en avoir besoin pour survivre. C'est important. Ce personnel médical a été accompagné dans cette action par des donneurs de sang issus des familles de leurs patients. C'est avec fierté qu'ils ont posé cet acte. Moi-même qui donne aujourd'hui, demain peut-être que j'aurai besoin de sang. On ne sait jamais, donc c'est toujours bien de faire, je pense, ce type d'action. Et tant que ça peut bénéficier à la communauté, pour moi, c'est très bien. Cette opération de don de sang est bien appréciée par le représentant du ministère de la Santé. C'est une bonne initiative. Il ne suffit pas seulement de consommer les produits sanguins. Il faut consommer, mais il faut aussi penser à remplacer ce qu'on consomme. Ce don de sang vient rappeler que la mobilisation des donneurs est essentielle chaque jour, car les besoins annuels de sang en Côte d'Ivoire sont estimés à 60 000 poches. Des chants religieux, de la poésie aux couleurs de la culture musulmane. Nous sommes au Festival culturel islamique, une initiative de la Fondation Faye Davos en vue d'inculquer à la jeunesse musulmane les valeurs de probité et de moralité. Faye Davos est né pour être un coaching spirituel afin de donner un moyen spirituel à tous nos grands artistes, footballeurs, ceux qui sont dans la cuisine, de pouvoir jouir de leur art avec Dieu. Faye Davos a pour but d'occuper sainement les jeunes lors des vacances, de les aider à lutter contre la stigmatisation et le radicalisme religieux. Plusieurs personnalités soutiennent ce festival qui vient promouvoir les valeurs de l'islam.
Il faut bien entendu se réjouir de cette prise de conscience des intellectuels qui travaillent de façon inlassable pour promouvoir cette cohésion et cette culture partagée entre tous. Pour cette 3e édition, les jeux concours de chant, de théâtre et de peinture sont les grandes innovations de ce festival. À peine remise de son opération des yeux, Chen Yen retourne sur le billard. Cette fois-ci, elle se fait refaire le nez. Selon des estimations, 14 millions de Chinois devraient avoir recours à la chirurgie esthétique cette année. Un bond de 42% par rapport à 2016. En Chine, une fois qu'on est marié, maman est trentenaire, on est considéré comme une femme mûre. Je n'ai pas envie d'être une femme mûre aussi jeune. Le remodelage du nez est l'une des interventions les plus populaires en Chine. Comme Chen Yen, de nombreux patients veulent une arête du nez plus haute et un profil plus marqué. Les styles américains, européens ou coréens influencent l'opinion des Chinois. Et l'autre raison, selon moi, c'est que l'économie chinoise se porte de mieux en mieux et les gens sont de plus en plus riches. Un boom de la chirurgie esthétique qui touche aussi les jeunes. Maintenant, plein de diplômés viennent se faire opérer pendant leurs vacances d'été parce qu'ils veulent avoir plus de chances de trouver du boulot. Peu importe ce qu'ils veulent faire dans la vie, ça leur donne plus de valeur, un bonus. Chen Yen n'a pas l'intention de repasser sous le bistouri. Mais l'hôpital lui a recommandé une nouvelle opération, le rabotage de l'os du menton pour un visage plus fin et plus proche de son idéal de beauté. Sur le terrain, l'assaut lancé par les forces du Conseil national de transition CNT sur site, l'un des derniers bastions de l'ex-dirigeant déchu Mouammar Kadhafi, semblait suspendu sur ordre de l'OTAN qui conduisait une série de frappes sur la ville. En revanche, au moins 8 combattants pro-CNT ont été tués et 50 autres blessés à Ghadamès, à la frontière algérienne, dans une attaque menée dimanche par des pro-Kadhafi, appuyés par des Touaregs et des mercenaires algériens, selon un responsable local et des témoins. Les pro-Kadhafi ont bombardé cette ville historique classée patrimoine mondial de l'UNESCO et à Tripoli, des dizaines de personnes ont manifesté pour exiger que le CNT envoie des renforts à Ghadamès. Dans la capitale, le conseil militaire du CNT a annoncé avoir retrouvé le charnier d'Abou Salim. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme avaient dénoncé l'assassinat en 1996 de centaines de personnes après une mutinerie dans cette prison où étaient détenus de nombreux prisonniers politiques. Ce massacre est indirectement à l'origine de la révolte qui a éclaté mi-février puisque les premières manifestations à Benghazi, principale ville de l'Est, ont eu lieu à l'appel de familles de prisonniers tués qui protestaient contre l'arrestation de leurs avocats. Malgré la chute de Mouammar Kadhafi, le conflit se poursuit en Libye. À Sète, 360 km à l'est de Tripoli, les combattants pro-CNT se sont retirés au lendemain d'un assaut qui leur a permis de progresser de quelques kilomètres dans ce bastion pro-Kadhafi. À l'ouest de la ville, les pro-CNT ont retrouvé leur position sur les lignes arrière à environ 1 km de Sète, tandis qu'à l'est, d'autres se préparaient pour des combats dans les prochains jours. Selon un porte-parole militaire, les combats de samedi ont fait 7 morts et 145 blessés parmi les pro-CNT. Sur le front de Bani Walid, 170 km au sud-est de Tripoli, les combattants positionnés à l'entrée de la ville subissaient toujours les tirs de roquettes. Sur le terrain, l'assaut lancé par les forces du Conseil national de transition CNT sur site, lancé depuis l'intérieur par les forces pro-Kadhafi. Sur le plan politique, le président du CNT, Abdel Jalil, a reconnu samedi à Benghazi que des divergences de points de vue entre les membres du CNT et du bureau exécutif avaient reporté à la semaine prochaine l'annonce de la composition du gouvernement de transition. Le Premier ministre britannique David Cameron a assuré dimanche sur la chaîne ABC que la Libye ne risquait pas de devenir un nouvel Irak.